Alors tout d'abord, Napoléon c'est un personnage hors du commun, non seulement par son parcours, mais également par l'activité, par l'engagement et surtout par l'écho qui va être autour de lui. Il faut s'imaginer qu'il est né le 15 août 1769 à Ajaccio, dans une famille assez modeste, même si elle est de petite noblesse corse, mais c'est une noblesse qui vient d'être reconnue depuis très peu de temps. Et toute sa vie, finalement, va être lancée et surtout est engagée par le fait que son père obtient pour lui, donc Napoléon, son prénom c'est Napoléon, on l'appelle Nabulio chez les Corses, et bien pour lui et son frère aîné Joseph, ils obtiennent des bourses de recherche, des bourses d'études qui vont leur permettre, ainsi qu'à leur sœur ensuite Elisa, qui vont leur permettre de s'engager dans les meilleures écoles royales militaires de l'époque. Nous sommes encore sous la royauté, c'est-à-dire que Napoléon est engagé, alors qu'il n'a pas encore 10 ans, à arriver à Autun puis à Brienne. Et ensuite, il est emporté alors qu'il a, seulement 20 ans, en 1789, emporté par le souffle de la Révolution. Et tout va changer. Parce qu'à cette époque-là, s'il avait suivi le parcours et si les événements étaient restés les mêmes de manière inéluctable, il serait devenu au bas mot et au maximum capitaine. Mais là, avec la Révolution, ces enfants de la royauté qui ont été formés dans les meilleures écoles s'engagent, en particulier c'est le cas de Napoléon, s'engagent auprès de Robespierre ou du frère de Robespierre, c'était le cas de Napoléon. Et donc forcément, ils deviennent les personnages centraux d'une épopée, parce qu'à l'époque, toute la partie politique, économique est un peu fluctuante. Mais en revanche, les batailles et le prestige militaire permettent à Napoléon d'avoir une aura, un charisme que personne d'autre n'a. Donc ça va être des engagements importants, à la fois Toulon, l'Italie, l'Égypte. Il prend le pouvoir ensuite en revenant d'Égypte en 1799. Et puis ensuite, c'est le consulat. Dans un premier temps, 3 consuls, il devient premier consul, puis consul à vie. Et en 1804, il est proclamé empereur des Français, le 18 mai 1804. Il se couronne à Notre-Dame en présence du pape et ensuite, il couronne Joséphine. Et pendant 10 ans, des guerres ininterrompues, ou du moins il y aura certains arrêts parfois avec certains de ses adversaires, mais surtout l'adversaire le plus important, c'est l'Angleterre, qui ne va cesser d'entretenir les coalitions contre Napoléon, parce que Napoléon c'est qui? C'est finalement le personnage symbolique de l'égalité pour tous et la méritocratie. Ce qui n'est pas du tout concevable pour les monarchies d'ancien régime qui entourent la France et donc qui vont cesser de combattre jusqu'à, on le sait, première abdication ici à Fontainebleau, en avril 1814. Napoléon revient pour 100 jours et enfin, il abdique une seconde fois pour partir en exil définitif, cette fois-ci à Sainte-Hélène où il meurt le 5 mai 1821, il y a tout juste 200 ans. Il faut imaginer que Napoléon, c'est un enfant d'une Corse qui ne compte très peu d'habitants, finalement, très peu d'influence. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il est né à quelques mois près, français, ou du moins sous protection française, alors qu'au départ, la Corse était génoise, c'est-à-dire protégée par une république de Gênes, qui était très puissante au niveau des mers, mais qui progressivement perdait de son influence aux environs. Donc, la France de Louis XV, s'occupe de cette Corse, et Napoléon naît dans ces conditions. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois près, il eût été peut-être italien dans l'influence. Et donc ça va compter énormément parce que à l'âge de 8-9 ans, alors qu'il est très féru de lecture, qu'il s'intéresse beaucoup aux lettres classiques, et puis qu'il a une éducation très, très importante, il montre des prédispositions pour l'art militaire. Il veut être soldat. Mais ça n'est pas la tradition. Habituellement, le second dans une famille est destiné à devenir prélat, c'est-à-dire soit ecclésiastique, soit même cardinal un jour, mais pas du tout militaire. C'est l'aîné qui doit servir les armes. Mais comme son frère aîné, Joseph, n'est pas du tout fait pour ça, on intervertit les rôles, et c'est à cela qu'on doit finalement la carrière militaire de Napoléon. Donc il part en direction du continent, il n'a que 9 ans et demi, il s'installe à Autun dans un premier temps dès le 1er janvier 1779, et le 15 mai de cette même année, il entre dans une école royale militaire pour apprendre tous les exercices qui doivent être les siens, mais également l'histoire, la géographie, les mathématiques, toutes les lettres, mais également donc cette éducation militaire qui le destine à devenir un jour officier.
Et il montre de telles prédispositions, avec un tel travail, parce qu'il faut comprendre que comme il arrive de Corse, il est moqué pour son accent, pour son teint un peu différent des autres, dans cette France de Louis XV qui n'a pas connu cette Corse qui vient seulement d'entrer dans le giron royaliste. Donc Napoléon dénote par rapport à ses camarades. Et comme il a mis un peu de côté, il travaille d'arrache-pied, et en travaillant d'arrache-pied, il gagne un peu la confiance de ses maîtres, et surtout il rattrape le temps perdu pour des enfants qui, eux, parlent le français couramment, alors que lui, il a des accents encore d'italien qui lui restent, et qui d'ailleurs lui resteront parfois encore jusqu'à la fin de ses jours. Donc, il travaille encore plus que les autres, et il est vraiment l'un des meilleurs mathématiciens de son école. Et donc, il est ensuite destiné à entrer, ce qu'il fait, à Paris, à l'école royale militaire de Paris, la plus prestigieuse, en 1784, et il y gagne ses galons de sous-officier. Ensuite, ce sera la Révolution, et à ce moment-là, tout va changer. Lorsqu'arrive la Révolution, Napoléon est encore sous-officier et ses premières actions en tant que, enfant de la Révolution ne sont pas celles qu'on imagine aujourd'hui. Il est un peu hésitant, il se demande s'il doit suivre le roi, qui va devenir le roi des Français, Louis XVI, avec, on le sait, un an après la prise de la Bastille, donc le 14 juillet 1790, un an après, la fameuse fête de la Fédération. Et donc Napoléon est engagé dans ce mouvement. Mais il hésite encore parce que son rêve, à lui, c'est de servir la Corse, sa Corse natale. Et donc il y revient à différentes reprises, et en particulier en 1792, où là il se met au service de celui qui rentrait d'exil, alors qu'il était parti depuis tellement longtemps, Pascal Paoli, qui est le grand général corse de l'indépendance. Mais entre l'ancien et le nouveau, entre celui qui a une expérience et le jeune général qui est en devenir, qui voudrait être général, il y en a forcément un de trop. Et surtout parce que Napoléon, c'est le fils de Charles Bonaparte. Et Charles Bonaparte, il a choisi le camp des Français. C'est-à-dire ceux qui sont dans ce mouvement-là, alors que du côté corse sont plutôt indépendantistes. Donc forcément, entre Napoléon et Pascal Paoli, il va y avoir un différend. Et en juin 1793, toute la famille Bonaparte doit quitter l'île et s'installer définitivement, cette fois-ci, sur le continent, à Marseille dans un premier temps. Et là, pour Napoléon, il a tout perdu. Il a vraiment tout perdu. Il n'a plus ni mission, ni action, ni moyen. Que va-t-il devenir? Le hasard, et surtout parce qu'il est artilleur, c'est sa formation, et donc il tire le canon. On a besoin des artilleurs pour défendre une ville importante du sud de la France, qui est Toulon. Et donc la première action militaire, ça va être celle de l'artilleur, du colonel d'artillerie, Bonaparte. Il est capitaine à ce moment-là, au moment où il arrive. Il va devenir très vite colonel, ou du moins l'équivalent. Et à la fin de cette action, parce qu'il repousse les Britanniques qui tentaient de s'installer définitivement à Toulon pour essayer de réinstaller un roi, on est en 1793, donc Louis XVI est mort guillotiné, et on cherche chez les souverains alentours d'Europe, on cherche à remettre un Bourbon sur le trône, mais les révolutionnaires ne l'entendent pas de cette oreille, et donc Bonaparte est un des grands militaires en devenir, et donc il repousse les Anglais, et à 24 ans à peine, en décembre 1793, il devient général. Un général qui est auréolé de prestige, mais qui refuse, surtout ce qui est très important à l'époque, il refuse de prendre les armes contre les Français. Parce qu'imaginez, bien sûr on combat pour défendre le territoire contre les monarchies autour, la Prusse, l'Autriche, l'Angleterre, l'Espagne, mais surtout à l'intérieur, il y a une opposition très forte de personnes qui souhaitent revenir et chercher le roi. Et c'est notamment le cas en Vendée. L'action suivante qu'on destine à Napoléon, c'est de lui dire « il faut que tu combattes en Vendée ». Et il s'y refuse. Il dit « non, je ne prendrai jamais les armes contre les Français, je suis très français, peut-être plus français que vous, parce que je suis devenu par la force des choses ». Et donc, il refuse de servir contre les Français. Et finalement, ça va se passer admirablement parce que Napoléon va avoir une action importante en direction du pouvoir en place, qui est le Directoire. Et à ce moment-là, son destin est tout à fait différent.
Nous sommes maintenant en 1796 et c'est une année très importante pour Napoléon. Il n'est encore que Bonaparte, c'est-à-dire que son prénom n'est pas encore connu, mais il est un des généraux très célèbre parce qu'il a repoussé les Anglais, on l'a dit, à Toulon. Mais cette fois, un événement marquant va changer son destin. Il connaît une jeune femme, veuve depuis quelque temps, avec laquelle finalement il va s'introduire dans les milieux très influents de la capitale. Et cette jeune femme, c'est Joséphine. Elle est mère de 2 enfants, Eugène et Hortense, mais surtout elle connaît quasiment tout Paris. Et de cette manière, à cette façon-là, eh bien, Bonaparte se voit confier une armée très importante. Une armée très importante, c'est celle de l'armée d'Italie. C'est-à-dire qu'il doit combattre les Autrichiens et les Sardes dans le sud de l'Europe pour repousser les adversaires qui pourraient effectivement envahir la France et de nouveau essayer d'installer un roi sur le trône. Mais ça n'est qu'une armée secondaire. L'armée principale, elle est destinée à repousser les adversaires sur le nord, c'est-à-dire plutôt en Allemagne, si l'on considère l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais Bonaparte, sans véritable moyen, et avec surtout sa stratégie qui est d'aller très vite sur le point le plus important de la stratégie, eh bien fait des miracles avec des batailles qui sont rentrées dans la légende. On peut les citer, il y a bien sûr Arcole, Lodi, Rivoli, qui vont marquer à la fois son côté stratégique, mais surtout ce tacticien hors pair qui engage ses soldats comme personne d'autre avant lui, avec une rapidité. Et d'ailleurs, dans le bulletin qu'il diffuse à travers toute l'Europe, il raconte d'ailleurs lui-même, parce qu'il a pris la plume, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, en disant « L'aigle frappe comme la foudre et vole comme l'éclair ». Et cette propension à dire qu'il va très vite, eh bien, va impressionner les adversaires. Et c'est ce qu'il va faire ensuite dans la mission qui va être la suivante, c'est-à-dire une expédition en Égypte. Parce qu'il commence à devenir gênant, on se dit un militaire qui est vainqueur, ça peut être gênant pour le pouvoir en place en France. Parce qu'on sait que le pouvoir du directoire, avec Barras et avec les 4 autres directeurs, ils sont 5 directeurs pour diriger la France, eh bien ce pouvoir n'est pas tout à fait très clair et il y a peut-être des magouilles ou des combines qui indisposent les Français de l'époque. Donc un général qui est vainqueur, qui fait la paix avec l'Europe, ça impressionne énormément. Donc on éloigne Napoléon et on lui donne une mission, l'Égypte. Alors bien sûr il se rêve nouveau pharaon et surtout il part avec 167 savants pour non seulement une partie militaire, c'est-à-dire couper la route des Indes qui passe par l'Égypte pour les Anglais, donc d'un point de vue économique c'est très important, mais d'un point de vue symbolique, s'installer dans l'ancien pays des pharaons, c'est de montrer finalement eh bien, que ça va être le successeur de ces pharaons. Et il vient avec des Égyptiens, et il vient aussi avec 167 savants pour découvrir exactement ce qui était le temps autrefois, et pour faire des découvertes à la fois archéologiques, scientifiques et culturelles. Et lorsqu'il revient, auréolé de ce prestige, même si parfois certaines actions militaires n'ont pas été couronnées de succès, lorsqu'il revient, il est porté en triomphe. Et ensuite, en novembre 1799, il fait ce fameux coup d'État, les 18 et 19 brumaires de l'an 8, on est encore dans le calendrier républicain, c'est-à-dire les 9 et 10 novembre, et il prend le pouvoir à Saint-Cloud pour devenir consul. Ce coup d'État a failli manquer. Il faut imaginer que même si Bonaparte, lorsqu'il revient d'Italie puis d'Égypte, est véritablement un héros, mais un héros qui n'est quand même connu que d'une certaine partie de la population. Donc c'est assez modeste d'une certaine manière. Et puis ça peut échouer à tout moment. D'ailleurs, c'est ce qui a failli arriver. Le 18 Brumaire, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, le principe élaboré par les conjurés, c'est d'installer les 2 chambres, c'est-à-dire le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appellerait notre Assemblée nationale et notre Sénat, les mettre à l'abri de toute possibilité de les perturber. Et on les installe à Saint-Cloud, donc à l'écart de Paris, à proximité mais à l'écart. Et le lendemain, Bonaparte, c'est le coup de théâtre, leur dit mais finalement je vous ai mis à l'écart, mais vous êtes incapables, confiez-moi le pouvoir et je vais enfin faire de la France ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une autorité et redevenir un État très important dans le concert des nations européennes. Mais ça échoue parce qu'il ne sait pas parler aux assemblées. Il est habitué à des soldats qui lui obéissent, mais face à des députés ou des membres des anciens, c'est-à-dire des sénateurs aujourd'hui, qui ont de la répartie, eh bien ils se rendent compte que Bonaparte n'a pas forcément l'expérience. Et donc ils tentent, pour certains d'entre eux, de le repousser. Donc il faut surtout
l'action du propre frère de Napoléon, c'est-à-dire Lucien Bonaparte qui avait été nommé président d'une des assemblées, qui arrive à montrer toute sa perspicacité pour qu'il retourne l'action de certains membres de son entourage et pour que Bonaparte enfin prenne le pouvoir. Il sera nommé donc consul, puis ensuite il deviendra consul à vie et enfin en 1804 ce sera l'Empire. Pourquoi l'Empire ? Pourquoi Napoléon, qui était consul de la République, qui était premier consul et consul à vie, cherche-t-il et pousse-t-il à ce que l'Empire ? Eh bien tout simplement, il faut prendre ses origines dans la Rome de l'Antiquité. Après la République vient le temps du consulat, et après le consulat, cette République est confiée à un empereur. C'est exactement ce qui va se passer le 18 mai 1804, le 28 floréal de l'an 12, puisqu'on est encore dans le calendrier républicain de cette République française, Napoléon est proclamé empereur des Français. Pourquoi l'est-il ? Tout simplement parce que les actions qu'il a entreprises, près de 200 réformes, avec des créations extraordinaires dont nous sommes encore aujourd'hui les héritiers, c'est-à-dire à la fois la Banque de France, les lycées, le baccalauréat ensuite sous l'Empire, mais plein d'événements, plein d'éléments, les prud'hommes, le cadastre, tout ce qu'il a pu constituer sous le consulat et l'Empire, installe finalement une France moderne, contemporaine, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donner ce titre d'empereur, c'est aussi un instinct et une volonté politique. On ne revient pas à la royauté. C'est toute la différence. Ça rassemble à la fois un héritage de l'Antiquité, on pense à Auguste sous la Rome de l'Antiquité, mais c'est également un lien très direct avec Charlemagne. Et c'est l'idée de Napoléon, c'est-à-dire d'installer des États satellites autour de la France pour protéger l'idée républicaine, mais également permettre à ce que l'universalité des droits de l'homme s'installe partout. Et donc pour couronner le tout, juste avant d'être proclamé empereur, Napoléon a fait instituer un texte fondamental qui est le Code civil. Et ce Code civil, il va s'installer un peu partout en Europe et il va rester encore très influent jusqu'à aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, l'Empire est j'allais presque dire une émanation, une évolution naturelle, telle que l'avaient imaginé des gens qui étaient pétris de culture classique, qui avaient lu tous les Grecs et les Latins. Et donc Napoléon, il est dans cette inspiration-là. Et donc, après cette proclamation du 18 mai 1804, il faut une grande cérémonie. Eh bien cette grande cérémonie, elle se déroule 6 mois après, le 2 décembre 1804, et quelques jours auparavant, Napoléon a accueilli ici à Fontainebleau le pape Pie VII, parce que son idée, c'est d'apporter le concours de la religion, qu'il avait d'ailleurs rétabli avec le Concordat, mais cette religion ne doit être qu'une influence, et la France ne sera plus avec une religion d'État, mais ce sera la tolérance religieuse, et le pape est un symbole de cet élément, c'est-à-dire qu'il est un des éléments de cette cérémonie, mais c'est Napoléon, symboliquement aussi, qui va se couronner face au public, et qui ensuite va couronner Joséphine pour bien montrer que le pouvoir, il ne détient que du peuple lui-même. Mais la paix n'aura été que de très courte durée. 1 an jour pour jour après le sacre, donc le 2 décembre 1805, la guerre a repris et une grande bataille va faire affronter Napoléon à ses 2 adversaires du moment, l'empereur d'Autriche et le tsar de Russie, donc c'est la bataille des 3 empereurs. Et tout cela se déroule en Autriche, ou du moins maintenant aujourd'hui on appellera bien sûr la République tchèque, à Austerlitz. Austerlitz, c'est un moment de stratégie hors du commun. Napoléon, qui est en infériorité numérique, prend le pas sur ses adversaires du moment et leur montre que le grand chef de guerre, c'est lui. Napoléon peut tout faire et ses adversaires ne peuvent jamais l'arrêter. Pourtant, les Russes n'ont pas encore plié complètement. Et c'est ce que Napoléon va leur imposer en les battant successivement à Eylau le 8 février 1807, puis la même année, le 14 juin, à Friedland. Le tsar est obligé maintenant d'accepter la paix. C'est ce qui va être fait sur les bords du Niémen, à Tilsit, une ville qui marque bien maintenant que Napoléon a fait la paix avec quasiment toute l'Europe. Il ne reste plus comme adversaire que les Britanniques. Cette fois que la paix est faite quasiment dans toute l'Europe, Napoléon peut se concentrer sur ce qui l'intéresse le plus finalement. J'allais dire, c'est la partie administrative, civile, économique. Il a créé la Banque de France, a installé un franc durable et qui permet justement à la France de pouvoir investir et d'avoir une prospérité comme on n'en avait jamais connu depuis plusieurs années. Malheureusement, il reste un dernier élément qui devrait parachever son œuvre. De cet empire qui compte maintenant près de 130 départements, il manque un dernier élément qui devrait combler de bonheur l'empereur, c'est un héritier. Joséphine, qui était un peu trop âgée peut-être et qui avait connu les soubresauts de la Révolution, ne peut pas lui apporter cet héritier tant espéré, donc il n'y a pas d'enfant de ce mariage avec Joséphine. Il faut donc renoncer
à cette union. Et en 1809, c'est ce que fait Joséphine en décembre de cette même année. Et puis quelques mois après, Napoléon jette son dévolu sur une nouvelle impératrice, une archiduchesse d'Autriche. Maintenant qu'il a battu les Autrichiens, après Austerlitz, il les a battus à Wagram en juillet 1809. Eh bien, il demande à l'empereur d'Autriche de lui accorder la main de sa fille, Marie-Louise. Et donc Marie-Louise arrive ici en particulier à Fontainebleau, mais dans tous les palais où elle va s'installer. Et le mariage a lieu en avril 1810. Cette fois, Napoléon attend l'héritier. Et bien, comme par enchantement, cette union va très bien fonctionner. Et en mars, le 20 mars 1811, va naître celui qu'on va titrer roi de Rome. Ça y est, l'héritage est donné. Et donc cet héritier, le petit roi de Rome, deviendra un jour Napoléon II. Du moins, c'est ce qu'espère l'empereur. Napoléon doit donc quitter ces lieux où il pouvait s'installer pour l'hiver, mais il doit reprendre la route du retour. Et à ce moment-là, alors qu'il est harcelé par les Cosaques et par les troupes adverses, il passe la Bérésina, qui est encore une dernière victoire militaire. Mais ce qui va suivre, ça va être la retraite. Et des 600 000 hommes qui étaient partis pour conquérir véritablement la Russie et apporter finalement l'égalité pour tous, et bien de cette armée, des 600 000 hommes, il n'en restera que 65 000. Napoléon est totalement défait par un général encore plus terrible que les Russes, le général Hivert, qui va faire des dégâts considérables dans ses effectifs. Il réarme en 1813, mais c'est finalement peine perdue. Il est battu à Leipzig en octobre 1813. Et ensuite, les combats se font sur le territoire national, ici, ce qu'on appelle la campagne de France. Et tout s'achève dans ce lieu où nous nous trouvons, le château de Fontainebleau, où en avril 1814, Napoléon abdique dans un premier temps pour son fils, le roi de Rome, et puis ensuite, sans condition, le 6 avril, enfin le 20, après avoir tenté de se suicider la semaine précédente, il quitte le pouvoir définitivement et se rend en exil à l'île d'Elbe. Alors que Napoléon s'attendait à vivre des jours heureux en exil, puisqu'il est souverain d'un petit îlot qui appartient à la France, l'île d'Elbe, la situation en France n'est pas meilleure depuis qu'il a quitté le pouvoir. Et Louis XVIII, qui a pris la suite en s'installant aux Tuileries, au palais des Tuileries à Paris, Louis XVIII ne parvient pas à rétablir une situation économique et politique, alors qu'on disait que finalement le seul problème de la France de l'époque, c'était Napoléon. Donc Napoléon est appelé par ses partisans. Surtout, il y a un autre aspect, c'est qu'en exil, il attendait à être rémunéré, payé pour subvenir à ses besoins. Mais des 2 millions de francs qui étaient normalement décidés ici à Fontainebleau, il n'en verra jamais la couleur. Et surtout, il y a un autre élément très important, c'est qu'on soupçonne les coalisés de vouloir l'éloigner des troupes et des côtes européennes pour l'installer ailleurs. On parle déjà de Sainte-Hélène. Et il faut imaginer, Sainte-Hélène, c'est en Atlantique Sud, donc très très loin. Donc Napoléon n'écoute que son cœur, n'écoute que son enthousiasme et se dit il faut reprendre le pouvoir. Et c'est ce qu'il fait. Il arrive à Golfe-Juan le 1er mars 1815 avec seulement 1000 hommes et sans tirer un coup de fusil, parvient à atteindre Grenoble, puis ensuite Lyon et enfin à Paris le 20 mars 1815 où il reprend le pouvoir. Malheureusement pour lui, les troupes coalisées monarchiques ont repris les armes et l'affrontent de nouveau dans le nord. Cette fois-ci, ce sera donc dans l'actuelle Belgique. Napoléon est vainqueur à Ligny et Quatre-Bras le 16 juin 1815. Mais 2 jours plus tard, le 18 juin, c'est à Waterloo que tout s'achève. Il est défait par les troupes anglo-prussiennes. Et donc, 4 jours plus tard, il abdique une seconde fois à Paris, cette fois-ci au Palais de l'Élysée, et s'enfuit quasiment parce qu'il est chassé du pouvoir. Il a renoncé à prendre les armes comme on intimait l'ordre de le faire. Et donc, il se rend en exil en espérant atteindre les côtes américaines. Parce que l'Amérique, à l'époque, les États-Unis, c'est la seule démocratie dans le monde. Et il se dit qu'il pourra vivre une retraite heureuse. Malheureusement pour lui, les Britanniques ne l'entendent pas de cette oreille et le font finalement prisonnier en croyant qu'il va être l'hôte agréable. Et il ne s'installe pas, donc Napoléon ne s'installera pas en Angleterre, mais ils vont le déporter beaucoup plus loin, donc à Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud, à 2500 km des côtes africaines et à 3500 km des côtes du Brésil. Cette fois, c'en est terminé. Napoléon atteint les côtes de Sainte-Hélène le 15 octobre 1815 et ses premiers mots
à ses compagnons d'exil, Lascaz, Gourgaud, Bertrand, Montholon, sont tout à fait révélateurs. Il leur dit « Ce n'est pas un joli séjour. J'aurais mieux fait de rester en Égypte, je serais à présent maître de tout l'Orient. » Et effectivement, les près de 1900 jours qui vont suivre seront un long calvaire pour Napoléon. Non seulement il est prisonnier et surveillé atrocement par les Britanniques, qui lui d'ailleurs lui destinent quelques mois après un gouverneur implacable, Hudson Law, mais surtout Napoléon ne peut plus correspondre avec sa famille, ne reçoit plus ses amis. Il n'a finalement pour compagnon d'infortune que quelques officiers, quelques membres d'entourage, et il a une toute petite cour qu'il entretient avec beaucoup de difficultés. Surtout, il est atteint d'un mal qui va l'emporter, et c'est ce qui va malheureusement se passer alors que certains de ses compagnons quittent l'île au bout de quelques mois. C'est le cas de Lascaz, puis de quelques années, Gourgaud, l'épouse de Montholon qui était devenue sa maîtresse, et puis son médecin, un médecin irlandais qui était à son service, le médecin O'Meara. Eh bien, il est abandonné de quasiment tous. Et le 5 mai 1821, alors qu'il y avait eu un petit espoir l'année précédente, eh bien en 1821, Napoléon fait son testament. Et ensuite, le 5 mai 1821, il s'éteint. Il a 51 ans, 8 mois et 21 jours. Et à ce moment-là, eh bien, ça n'est plus la légende noire qui avait entouré Napoléon le conquérant, qui avait aussi une ambition un peu dévorante. Cette fois, c'est la légende dorée qui va emporter tout sur son passage et qui va influencer durablement à la fois l'esprit romantique, mais également tous les enfants du 19e siècle. Mais de quoi est mort Napoléon? Parce que toute la question est là. Pour certains, il aurait été empoisonné, pour d'autres, il aurait été assassiné par les Anglais, pour d'autres, enfin, il aurait peut-être été trahi par les siens. En réalité, rien de tout cela. On a fait des autopsies, et c'était notamment le cas de son chirurgien, Antomarchi, qui était arrivé pour les 2 dernières années du séjour à Sainte-Hélène. Et en faisant cette autopsie, on s'est rendu compte que Napoléon avait eu un ulcère qui s'était transformé en cancer et que d'une certaine manière, il était presque mort dans les mêmes conditions que sa sœur et que son père, avec quelques nuances près, mais donc de manière, j'allais presque dire, tout à fait naturelle. Mais pourtant, le caractère merveilleux de Napoléon, son épopée incroyable, toujours envisage et dans l'esprit des gens, on s'imagine toujours que Napoléon a pu mourir dans des conditions tout à fait différentes. C'est exactement le même cas qui va se dérouler 19 ans plus tard. C'est-à-dire que Napoléon, alors qu'il est enterré sur place à Sainte-Hélène, donc en ce lieu perdu au milieu de l'Atlantique, eh bien, ses compagnons d'exil repartent, vont chercher le corps et le ramènent à Paris pour l'inhumer, cette fois-ci définitivement, comme il l'avait dit dans son testament, sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français qu'il avait tant aimé. Ce lieu, on le sait aujourd'hui, ce sont les Invalides. Eh bien, c'est bien le corps de Napoléon, même si les polémiques ou les doutes ont été permis parfois, eh bien, c'est bien le corps de Napoléon qui se trouve aux Invalides. Et depuis ce temps-là, eh bien, un grand tombeau de quartzite rouge accueille les restes de l'empereur qui maintenant repose en paix au milieu justement de ce peuple français qu'il avait tant aimé. Et finalement, que reste-t-il de Napoléon? 200 ans après sa mort, il n'a jamais été aussi présent dans les conversations, dans les débats, dans les polémiques. Pourquoi? Parce que Napoléon, c'est, comme le disait Maurice Barrès, un professeur d'énergie. C'est celui qui a rendu possible ce qui était impossible. Imaginez au moment de sa naissance, on pouvait accéder à un rang maximum de colonel, mais général jamais, maréchal encore moins, et puis alors surtout, souverain, c'était inenvisageable. Eh bien, Napoléon, il reste de cela 240 réformes, dont nous sommes aujourd'hui à la fois les héritiers et les dépositaires. Mais c'est surtout un symbole très fort. On parle souvent du Napoléon de l'industrie, du Napoléon du sport, du Napoléon des réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, Napoléon a repoussé les limites, a démontré qu'avec de l'énergie, avec de la volonté et avec du travail surtout, on pouvait devenir un personnage important et que même s'il y avait des possibilités limitées, eh bien on pouvait les repousser. C'est pour cette raison que les Américains, par exemple, disent que c'est le self-made man parfait. Il s'est fait lui-même, il s'est monté à la force de son énergie et que d'une certaine manière, à la fois en Asie, en Amérique, en Afrique, Napoléon reste un symbole très fort de celui qui est devenu finalement le phare de l'Europe, tel que personne n'en avait connu avant lui et peut-être comme il n'y en aura jamais plus après lui.